Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je vais vous faire part de ma encore fort modeste expérience en tant que volontaire Croix-Rouge qui participe depuis maintenant environ 2 ans et demi à des maraudes qui tentent de venir en aide tant que faire se peut aux personnes sans abri, ici principalement au sein de la ville de Mons et un petit peu en périphérie. Donc c'est un projet qui est neuf et qui, en fait, curieusement, a été initié juste au démarrage de la période Covid. À un moment donné, tous les sans-abri qui acceptaient en tout cas d'y venir avaient été rassemblés au niveau du stade de football, le stade Tondreau, ici dans la ville de Mons. Ils y ont été hébergés pendant à peu près 3 mois parce qu'on craignait une catastrophe sanitaire majeure auprès de ce public qui est très fragilisé, chez qui les gestes barrières, vous imaginez bien, n'existent pas, le port du masque encore un peu moins. Donc on s'était efforcé à ce moment-là de faire un peu d'éducation à la santé, de les soutenir, de les écouter, parce qu'eux aussi, à ce moment-là, ils se trouvaient enfermés au stade avec toute une série de restrictions. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon exposé que c'était une relation vraiment toute particulière et on y rencontre finalement une série de personnes qui sont finalement des invisibles pour la majorité de la société. Alors je ne vais pas vous faire un rappel théorique très long, mais je me dois quand même de rappeler les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge qui sont vraiment le socle de nos interventions sur quelque terrain que ce soit en Belgique et à l'étranger, puisque vous l'ignorez pas, la Croix-Rouge aussi intervient beaucoup à l'étranger, en collaboration sur certains endroits avec le Croissant Rouge. Et donc finalement, c'est 7 principes justement dans lesquels on a mis en tête l'humanité, l'unité, l'universalité, comme vous voyez, l'impartialité, etc. Ben, ce sont toutes des valeurs cardinales qui font que nous sommes là pour accepter l'autre tel qu'il est, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, son sexe, quel que soit son état de propreté, enfin, peu importe. Alors, au niveau du sans-abrisme, il y a aussi, je pense, quelques éléments à recadrer. Donc, il y a, comme je l'ai expliqué ici sur la diapositive, il y a le sans-abrisme proprement dit. Donc, c'est la personne que vous rencontrez sur le trottoir en rue ou la personne qui fait la manche à la sortie d'un... Oui, pardon, j'avais oublié la personne qui fait la manche à la sortie d'un magasin. Il y a aussi des personnes qui sont sans logement, et on verra dans le graphique par après, enfin la diaporama suivante, ce qu'on entend par là. Il y a des gens qui ont un logement inadéquat, et il y a des gens qui ont un logement précaire. Mais toutes ces situations peuvent être rattachées de près ou de loin au sans-abrisme. Donc, comme je l'ai mis, c'est les 4 facettes d'un même problème. Il y a quelques nuances, mais toutes ces personnes sont soit réellement sans-abri, ou alors elles n'ont pas de chez-soi, de toute manière. Comme nous avons la chance d'avoir notre chez-soi. Donc, dans le diaporama suivant, on explique un petit peu mieux, et si certains sont intéressés, je pourrais transmettre la version du diaporama. Si certains veulent l'obtenir, il n'y a aucun souci. Donc on a le sans-abrisme avec la personne qui est vraiment dans la rue ou éventuellement qui était prise en charge par un organisme d'hébergement d'urgence, mais c'est toujours pour une courte durée. Il y a des gens qui n'ont pas de logement en tant que tel parce qu'ils sont dans un foyer, une maison d'accueil, qui sont dans une institution, qu'ils en sortent, et on essaie, c'est ce qu'on mentionne ici, au niveau de la Croix-Rouge, mais aussi d'autres organismes comme le CPAS par exemple, on a une série de projets qu'on appelle Housing First, c'est-à-dire que la première des choses que l'on essaie de mettre en place pour autant qu'une série de conditions soient réunies, c'est de réinstaller la personne dans un logement. L'ancrage, c'est le logement. Pour autant, évidemment, que la personne soit d'accord de s'engager dans le processus, parce que être dans un logement, ça suppose l'entretenir, ça suppose ne pas laisser traîner ses poubelles partout dans le couloir, ça suppose toute une série de choses. Et puis il y a les logements inadéquats, comme vous voyez, structures non conventionnelles, les squats aussi, puisqu'il y a un certain nombre de gens et de plus en plus qui se trouvent dans les squats. Et puis il y a les logements précaires, des personnes qui se trouvent chez des marchands de sommeil, qui n'ont pas de bail bien formel, etc. Donc tous ces gens-là sont quand même dans la précarité. Alors, au niveau des chiffres,
je ne vais pas vous assommer non plus de trop de chiffres, mais il faut quand même savoir, et ce sont les derniers chiffres dont on dispose sur la période 2008-2018, en Belgique, on estime, et c'est une estimation minimale, que le nombre de personnes sans abri, donc au sens large, a triplé en 10 ans. Donc c'est quand même considérable. Si on prend l'exemple de Bruxelles, ils sont, on l'estime aussi, plus de 5500. Vous voyez 1500 à Liège, 750 personnes sur Charleroi. Ici, sur Mons, on peut estimer leur nombre à environ 100 personnes. C'est aussi fluctuant parce que certains, parfois, quittent une ville. Ils voyagent pas mal en train, d'ailleurs, quittent une ville, qui vont quitter Mons pour aller à Charleroi, vont partir de Charleroi à Liège, et ainsi de suite. Donc il y a quand même une certaine mobilité. Alors, un fait aussi qui est très interpellant et qui est en hausse constante, c'est que 20% de ces personnes n'ont qu'entre 18 et 25 ans. Donc la part des jeunes dans le sans-abrisme ou le mal-logement augmente considérablement, et encore plus vite que le nombre de sans-abri total d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs aussi que, à l'acquisition de leur majorité, ces jeunes, en fait, étaient souvent dans une institution, etc., dans un service de protection de la jeunesse. Et puis, la législation étant ce qu'elle est, ils ont 18 ans, on n'a pas toujours su mettre en place quoi que ce soit de bien concret pour la suite, et la porte s'ouvre et ils déboulent directement dans la rue. Alors qu'auparavant, on avait plutôt l'image du sans-abri qui a eu des événements de vie qui font qu'il avait un travail, il avait une maison, il avait une femme, des enfants, une voiture, et puis tout dégringole et il se retrouve clochard sur le trottoir. Aujourd'hui, ça n'est plus nécessairement ce schéma-là qui prévaut. Alors il faut savoir aussi que l'espérance de vie, et c'est une moyenne, pour quelqu'un qui est en rue, elle est de 49 ans, donc elle est pratiquement la moitié, je dirais, de la population normale, entre guillemets. Alors, quel est finalement notre rôle comme volontaire Croix-Rouge? Il y a vraiment 3 points importants. C'est évidemment, on va à la rencontre des personnes et on crée du lien, pour autant qu'elles souhaitent établir un lien. Donc, dans certains cas, on va passer son chemin parce qu'on va se rendre compte, pour toute une série de raisons, la personne ne veut pas communiquer, elle reste prostrée. On ne va pas forcer, on ne va pas la secouer en disant « écoute-moi, ça n'a pas de sens ». On va, nous, être à l'écoute de ce que la personne va émettre. Elle va raconter ses malheurs, elle va raconter qu'elle s'est bagarrée la veille au soir, qu'on lui a volé sa carte d'identité, qu'on lui a... Bon, toute une série d'événements de vie. Et on va essayer de répondre à certaines questions et parfois à des demandes d'aide, mais on va simplement être un relais. Et parfois, quand la situation le permet, on va quand même réorienter. Donc par rapport à la consommation de boissons alcoolisées, on va quand même parfois, quand on arrive à établir un certain dialogue, dire « est-ce que tu penses que quand à 11 h du matin, il y a déjà 9 canettes de 50 centilitres de scotch 10 degrés qui ont été pompées, on va dire « est-ce que tu penses que... on imagine comment ce sera le soir ?» parce que ça va continuer toute la journée. Et donc, on doit aussi repérer des urgences et les personnes les plus vulnérables. Il y a quand même des situations qui, parfois, impliquent le fait qu'on conduise la personne aux urgences, qu'on appelle une ambulance. Donc, on n'intervient pas non plus en tant qu'on n'est pas personnel de santé, même si moi, personnellement, j'ai au départ une formation d'infirmière, comme l'a rappelé aimablement Janine tout à l'heure, qui était d'ailleurs une excellente infirmière, je peux vous le confirmer. Et donc, en fait, c'est aller voir les invisibles. Et alors, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, parce que peut-être on l'a tous fait à un moment donné, même involontairement. La personne qui est... J'ai encore oublié la dire. La personne qui est sans abri, ce n'est pas une vulgaire pièce de mobilier urbain qu'on va contourner en tournant la tête de l'autre côté. C'est une personne qui est là, c'est quelqu'un, peut-être qui ne vous demande rien, mais au moins regardez-la. Si elle vous dit bonjour, répondez bonjour, faites un petit sourire. Et puis, si vous avez une petite pièce ou un petit billet, vous pouvez toujours aussi, bien évidemment, la déposer. Alors, clairement, le volontaire Croix-Rouge, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est pas se substituer aux professionnels de terrain. Les professionnels sont là, mais on sert de relais. On n'est pas là pour imposer sa vision personnelle à la personne bénéficiaire en disant « tu dois faire ceci, tu as tort de ne pas faire ça, je te conseille de faire ça ». Ça ne fonctionnera pas de toute façon. Aussi, veiller à se dire « je ne suis pas là pour
soulager toute la misère du monde. Le volontaire chevalier blanc qui dit Don Quichotte, je vais tout, va très vite s'épuiser, ça ne sera pas productif pour longtemps. Et alors il faut aussi veiller, comme je le dis souvent, à ne pas faire l'éponge, c'est-à-dire à capter toute la douleur, toute la difficulté de l'autre sur soi, parce qu'on va alors se mettre en difficulté. Moi, j'ai encore souvenir d'une de mes premières sorties en maraude, où là, on a rencontré un jeune homme qui, clairement, avait 21 ans. Il avait à l'époque exactement le même âge que mon fils. Eh bien, je dois vous avouer que à la fin de la maraude, je l'aurais bien repris à la maison, en disant, viens à la maison, tu vas prendre une douche, on va te donner des vêtements. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. On n'est pas là pour aller jusque-là. Parce que d'autres possibilités existeront pour pallier à ça. Oh, pardon, je suis un peu trop rapide. Et c'est donc pour ça qu'on a un système de formation qui est mis en place, que vous voyez ici dans le diagramme, pour ne pas, je dirais, lancer sur le terrain comme ça les volontaires se précipiter dans la gueule du loup, parce qu'effectivement, c'est une démarche de terrain qui n'est pas facile. On voit toutes sortes de situations qui sont souvent très interpellantes. Et donc, il y a, encore une fois, ce petit cursus de formation qui est prévu. Il y a un minimum, et puis si on souhaite devenir responsable d'un groupe, on continue le cursus. Alors, si je vous plante un peu le décor de quels sont les intervenants donc, qui sont présents sur le terrain et qui de près ou de loin touchent au sans-abrisme, vous voyez là les numérations. Donc il y a des structures principales, l'abri de jour, l'abri de nuit, qui dépendent du CPAS. L'abri de jour travaille en parallèle avec Médecins du Monde qui assure une consultation médicale une fois semaine. Il y a aussi le relais social urbain qui comporte parmi son personnel des infirmières. Et le relais social urbain a aussi, dans le cadre du projet 107, des liens avec le secteur psychiatrique. Alors, il y a l'espace Synapse de la ville de Mons, qui lui, en fait, dépend de la ville et qui est celui avec lequel on travaille, comme je vais vous l'expliquer juste après, et qui est dédié, en fait, à la prévention des assuétudes. Assuétudes principalement drogue, mais évidemment alcool également, parce que la consommation d'alcool est présente, je dirais, chez 95% du public qu'on côtoie, et la consommation de drogue dure même à peu près chez la moitié d'entre eux. Il y a donc la Croix-Rouge, évidemment, et il y a d'autres structures d'accueil qu'on a un peu évoquées d'ailleurs tout à l'heure, comme la Maison Saint-Paul. Il y a des distributions de colis alimentaires, parce que nous, dans le cadre des maraudes, nous ne distribuons pas de nourriture, tandis que l'abri de jour fournit un repas le midi, l'abri de nuit fournit sandwich et potage le soir. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai un peu laissé entrevoir, donc au niveau des maraudes, on collabore avec Synapse, donc on sort toujours avec une personne travailleur de Synapse. On fait ça 3 fois semaine, vous voyez l'horaire. Et on travaille à la fois dans le centre-ville, mais on va aussi un peu en dehors, en périphérie, notamment au niveau des centres commerciaux, où il y a pas mal de sans-abri qui font la manche. Il y a aussi les squats. Il y en a quelques-uns à Mons. Il y avait jusqu'il y a quelque temps l'ancien bâtiment Belgacom qui est en face du gouvernement provincial, mais il n'est plus squatté parce qu'il est en voie de démolition. Maintenant, il y a un squat qui est allé s'installer. Ce sont en fait ceux de Belgacom qui ont déménagé dans les anciens bâtiments de l'IFAPME qui sont situés chaussée de Binche. Et il y a aussi, à certains moments, des campements sauvages où on a des personnes qui comment vais-je dire, plantent leur tente, un peu comme ça dans la nature, parfois en périphérie d'un magasin, y compris l'hiver. Alors, par rapport à ce qui est distribué lors des maraudes, là je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous voyez, mais ce sont principalement des petites choses, mais qui ont quand même leur importance, quand même donner des boissons. Au niveau hygiène, il y a tout ce qui est lingette, parce que la lingette, c'est vraiment par excellence le produit phare pour celui qui n'a pas d'eau courante et pas de salle de bain. Donc ces gens, en fait, se lavent clairement avec les lingettes. On donne aussi mouchoirs, dentifrice, produits d'hygiène féminine, parce que la précarité menstruelle existe, mais j'aime autant vous dire que dans la rue, c'est encore bien autre chose.
Le gel hydroalcoolique et les masques bon, qui diminuent un peu parce qu'au moment du Covid, on avait quand même réussi un tant soit peu à sensibiliser un peu par rapport à ça. Et puis il y a aussi, via la Maison Croix-Rouge, chaussettes, des semelles isolantes pour moins ressentir le froid l'hiver. Et alors, bon, ça ce serait trop long de le détailler ici, il y a de toute façon, au niveau de la ville, un plan grand froid et un plan canicule qui est activé. Le plan canicule, c'est évidemment quand les canicules surviennent, donc ça c'est plus irrégulier, mais le plan grand froid est déclenché du 15 novembre au 15 mars, et éventuellement il peut être prolongé si jamais le mauvais temps perdure. Alors, une dia qui est peut-être un peu plus choc, un peu plus trash, mais effectivement, comme je l'ai mis là, ça n'est pas rose tous les jours, donc on a parfois quelques sorties dans la presse à sensation aime bien parfois pointer les désagréments censés être causés par les sans-abri. Donc il y a ici quelques semaines, on a eu un article qui disait qu'il y avait une épidémie d'un germe qui se répand parmi les SDF. Donc entre parenthèses, c'est déjà une rupture du secret médical, mais passons. Ça n'aide pas parce que ça les marginalise encore plus. Vis-à-vis du grand public, on dit « Mon Dieu, mais fouillons ». Bon. Alors, hélas aussi, et ça fait partie de notre quotidien, on perd régulièrement des bénéficiaires qui décèdent. En 2021, on en a perdu 4. Et cette année, on en a déjà perdu 2. Et ça fait aussi partie... Et notamment pour l'un d'entre eux, ce qui est illustré là sur la photo, on a, je dirais, poursuivi la relation d'aide jusqu'à participer aux funérailles et quelque part, nous aussi, un peu faire notre deuil, puisque ça en fait partie. Et puis aussi, bon, je dois quand même le signaler, les choses ne sont pas toujours toutes blanches ou toutes noires, mais il y a quand même aussi parfois des relations assez difficiles avec les forces de police. C'est clair que dans une ville, les sans-abri, ça fait tâche, c'est pas très touristique, ça dérange un peu. Eux-mêmes ont parfois des comportements dérangeants, donc ça n'est pas toujours simple, je dirais, au niveau des autorités locales. Alors, je vais bientôt avoir terminé, je vous rassure. Une autre chose qui a été mise en place et qui s'ajoute finalement et donne un plus par rapport aux maraudes qui sont faites, c'est comme vous le voyez là, on a installé une buanderie sociale. C'est quelque chose qui nous semblait, je dirais, important parce qu'on constatait... En fait, il faut savoir qu'au niveau de l'abri de jour, les personnes ont la possibilité de prendre une douche et donc d'obtenir essuie, gants de toilette, etc. pour se laver, mais n'ont pas la possibilité de laver leur linge. Donc en fait, ils prenaient une douche, ils sortaient de la douche comme un sous-neuf et ils remettaient des vêtements crasseux par après. Donc on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire, même si les locaux de Synapse où la buanderie se trouve, comme vous voyez, ne sont pas super spacieux. Il y a eu l'achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge partagés entre la Croix-Rouge et la ville pour qu'ils puissent, sur rendez-vous, aller laver leur linge. Ça les responsabilise, si j'arrive à le dire. Ils ont un casier, ils prennent rendez-vous, et s'ils peuvent donner ne fût-ce que 50 cents ou un petit euro pour les produits lessiviers, ils le font. S'ils ne savent pas, ils ne doivent pas le donner. Donc ça fonctionne vraiment très bien, même au-delà de nos espérances. Et on trouve aussi moins de vêtements, parce qu'auparavant, les vêtements trop sales étaient clairement jetés à la poubelle, ce qui est quand même pour des vêtements qui pouvaient encore être portés, quoi. Alors, j'arrive justement à la conclusion. Mais je trouve que finalement, comme je vous l'ai dit, le projet est encore très jeune, donc on a encore sûrement beaucoup de choses à apprendre et on est encore loin d'être arrivé au top, donc on espère encore pouvoir évoluer, peut-être augmenter le nombre de maraudes, mais il faudrait pour ça aussi avoir plus de volontaires. Pour l'instant, nous ne sommes que 4. Il faudrait une équipe au moins du double pour pouvoir assurer les maraudes en permanence. Éventuellement, peut-être faire l'une ou l'autre maraude nocturne, bien que sûrement ça ne semble pas peut-être le plus indiqué, c'est différent dans les très grandes villes. Il y a une satisfaction de la collaboration avec Synapse qui est vraiment, on s'épaule vraiment l'un l'autre, ça fonctionne très bien, et ça permet de collaborer par rapport à des sans-abri qui parfois ne fréquentent pas ou plus l'abri de jour ou l'abri de nuit, soit qu'ils ne veulent pas y aller, ou ils ne peuvent plus y aller parce que comme il y a un règlement d'ordre intérieur, certains se sont fait exclure parce que leur comportement n'est pas
n'est pas acceptable. Il y a encore des obstacles et des incohérences à lever. C'est vrai que je constate parfois aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de choses qui existent pour venir en aide à ce public, mais peut-être parfois manque-t-il pas mal de liens entre toutes ces structures. Il y a une sorte de lasagne qui n'est peut-être pas, dont l'efficacité pourrait encore être augmentée. Et alors, il y a aussi la richesse des échanges d'expériences avec d'autres équipes urbaines. D'ailleurs, prochainement, ce sera, si je ne me trompe pas, le 22 novembre, donc c'est juste dans un mois. On va aller à Bruxelles rencontrer des équipes et du SAMU social et de la Croix-Rouge bruxelloise, et aussi une équipe de Charleroi, qui vont nous expliquer à plus grande échelle, puisque évidemment ces villes sont beaucoup plus grandes, comment ils travaillent et quelles solutions ils ont trouvées. Voilà, et alors je voulais terminer aussi par une citation que je n'ai pas choisie expressément parce que je vous rencontrais aujourd'hui, parce que je trouve qu'elle est très appropriée. Vous la voyez, enfin, je reviens en arrière, vous la voyez là, qui est une citation de Sœur Emmanuel. Alors, voilà, acharnons-nous pour que l'homme soit partout respecté. Alors, je vais faire un tout petit peu de prosélytisme, mais modestement. Si jamais vous êtes intéressé, le mieux à faire par rapport à la Croix-Rouge, c'est de contacter la Maison Croix-Rouge qui est la plus proche de votre domicile, et vous aurez toutes les informations sur le site web de la Croix-Rouge. Voilà, et je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, des interpellations, je suis à votre disposition. Merci.